Vous êtes aux 13h de BF1 au sommaire de ce journal. Il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement puisse justifier ou s'expliquer sur la restriction de Facebook mobile au Burkina Faso. Les raisons de sécurité et l'intérêt supérieur de la nation avant tout. C'est en substance la déclaration du porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres de ce mercredi. Un conseil qui s'est aussi penché sur d'autres questions d'actualité. Tous les détails à suivre dans un instant. Dans ce journal, nous irons dans le centre-nord, deuxième région qui accueille plus de déplacés internes avec le chef de file de l'opposition politique. Comment ces personnes qui ont fui leur localité d'origine à cause de l'insécurité vive, Eddie Komboigo et ses camarades font le constat, encouragent et lancent un appel au gouvernement. Vous l'entendrez également dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, cette nouvelle, ce matin, le docteur Aruna Louré, anesthésiste et activiste de la société civile, membre du mouvement Les Révoltés, a été convoqué par les services de la police. Aucun motif n'a été mentionné sur sa convocation, mais on se souvient que le week-end dernier, il a animé une conférence de presse avec d'autres acteurs de la société civile pour marquer leur soutien au peuple malien suite aux sanctions de la CEDEAO. Dr Aruna Louré annonçait avec ses camarades une réflexion sur la marche du 22 janvier prochain pour coordonner les actions tant au niveau national qu'international. Arrivé donc ce jour, autour de 10 h, donc pour répondre à cette convocation, Dr Louré n'était toujours pas sorti au moment où nous quittions les lieux. Ses camarades, car scène qu'on est amené à interroger, s'inquiètent et sont dans l'attente. On écoute donc Franck Ano Sanou, il est membre du mouvement Les Révoltés. Il y a une convocation qui a été remise à notre camarade Dr Aruna Louré. Donc c'est par rapport à ça qu'on est là, parce que la convocation lui a été remise hier, mais malheureusement il y a des vices qui font que nous doutions un peu de la sincérité relative à sa convocation. Parce que naturellement, on suppose que quand quelqu'un est convoqué, la moindre des choses est quand même de donner un motif. Mais sur la convocation, il n'y avait aucun motif. Donc du coup, ça nous fait douter de la sincérité, en tout cas de ce qui va se passer ici aujourd'hui. C'est une suspicion qui est là et c'est par rapport à ça qu'on est là, maintenir la veille pour s'assurer que rien n'arrive à notre camarade Aruna Louré. Son avocat devait être présent, mais maintenant, est-ce qu'on a accepté qu'il ait accès en fait, à la convocation? Je ne sais pas trop. Voilà, donc nous attendons, comme je vous l'ai dit, c'est que sûr, d'ici là, nous aurons plus d'informations à communiquer, mais pour l'instant, j'ai dit que nous n'avons pas d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Voilà donc en ce qui concerne cette actualité. Alors que les groupements et associations, et même au sein de l'opinion, grognent pour un retour urgent de la connexion mobile via Facebook, le gouvernement resserre un peu plus l'étau sur la question. Au sortir du Conseil des ministres d'hier mercredi, le porte-parole du gouvernement a mis en avant la question sécuritaire pour maintenir cette restriction. Al-Kassoum Maïga fait savoir que le gouvernement n'a pas donné de justifications ou des explications à tout bout de champ. C'est l'intérêt supérieur de la nation avant tout. Compte rendu de ce conseil est signé Arsène Konditamné. Depuis le 10 janvier dernier, certains réseaux sociaux, notamment Facebook, font l'objet de restrictions au Burkina Faso, obligeant les nombreux utilisateurs à recourir à des moyens détournés pour avoir accès au réseau. Interrogé sur la question à la sortie du Conseil des ministres, la réponse du porte-parole du gouvernement est d'une déconcertante désinvolture. On vous avait informé tout de même que lorsque, pour des raisons de sécurité et d'autres préoccupations d'intérêt national, le gouvernement est en droit d'opérer des régulations. Et donc je ne sais pas si vous voulez qu'on se justifie ou bien qu'on s'explique, mais je pense que mettez tout ce que vous constatez dans le registre de l'intérêt supérieur de la nation et ne pas forcément s'attendre à ce que le gouvernement soit obligé de se justifier ou bien de s'expliquer. Concernant la répression de la manifestation d'étudiants à la cité Belleville de Bobo-Dioulasso, le ministre explique que la tournure des événements est en partie liée à la volonté des étudiants
de molester un policier blessé et mis sous soin à l'infirmerie du Sénou. Il y avait un agent, un civil qui avait été pris par les étudiants, donc qui l'ont molesté. Et il était admis aux soins au service de santé du Sénou. Les manifestants sont allés au niveau du service de santé du Sénou pour exiger qu'on leur remette l'agent qui avait été arrêté, qui était en civil. Évidemment, la police s'est vue dans l'obligation d'intervenir pour exfiltrer l'élément qui était menacé. En fait, il avait un sac et dans son sac, ses téléphones portables, ses cartes bancaires et son arme. Et donc, les manifestants ont retiré ce sac-là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas arrivé à récupérer et le sac et le contenu. Le ministre en charge des Sports a fait au Conseil une communication orale relative à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Conseil a félicité les étalons pour la qualification en huitième de finale et invite l'équipe à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs fixés. Et parlant justement de la Coupe d'Afrique des Nations, cet arbitre semble avoir atteint l'un de ses objectifs. Salima Radia Mukasanga, première femme, a donc arbitré dans une phase finale de la CAN. D'origine rwandaise, elle officiait la rencontre Zimbabwe-Guinée lors des derniers matchs du premier tour de la poule B. Pour une première, la juge centrale de 35 ans a plutôt fait bonne impression devant les amoureux du ballon rond. Son portrait avec Sandrine Zougouri. Le match Zimbabwe-Guinée de la CAN 2021 est rentré dans les annales de l'histoire sur le plan arbitral. L'arbitrage de la CAN n'est plus uniquement masculin depuis cette 33e édition. Le trio arbitral du match du groupe B a été dirigé par la Rwandaise Salima Radia Mukasanga. La CAF avait annoncé un quatuor arbitral féminin pour ce match, mais finalement, c'est la Rwandaise seule qui va officier la rencontre aux côtés des hommes. Pour une première de l'histoire de la CAN, elle a tiré son épingle du jeu à une compétition où l'arbitrage est parfois décrié malgré l'assistance vidéo. À 35 ans, Salim a réussi son coup d'essai en Afrique. Les décisions ont été prises sans hésitation et la star guinéenne Naby Keïta sera sa première victime avec un carton jaune brandi à son encontre qui va le priver du prochain match du Sili national. La maîtrise du sifflet de Salima Mukasanga a séduit le monde du football et surtout l'Afrique. Elle reçoit les félicitations du directeur des arbitres de la CAF, Eddy Maillé, qui se dit très satisfait de cette prouesse. Mais avant qu'elle ne soit arbitre principale à cette rencontre, elle a été d'abord 4e assistante lors de la rencontre Guinée-Malawi. Salimata Radia Mukasanga, au début de sa carrière, s'était plutôt penchée vers le basketball. Mais au regard de l'inaccessibilité des infrastructures et des entraîneurs, elle change donc de discipline et opte pour le football. Une décision fructueuse aujourd'hui. Promue en 2012 par la CAF en tant que 4e assistante, sa carrière prend une autre tournure en 2014, 2 ans après. Elle officie un match international pour le championnat d'Afrique féminin en Namibie. En 2019, elle s'envole pour la France pour le mondial féminin. Si aujourd'hui, Salima Radia Mukasanga est pionnière à arbitrer un match de la CAN, elle ouvre la voie à l'arbitrage féminin pour les autres dans une compétition sportive majeure. Elle est de nos jours arbitre CAF et FIFA et à ce niveau, on compte même peu d'hommes. Nous restons encore au Cameroun pour mettre un coup de projecteur sur les Super Eagles du Nigeria qui ont fait sans faute au premier tour de cette CAN. Tous les adversaires des Nigériens ont pris pour leur grade. La dernière victime était la Guinée-Bissau. 2-0 au compteur. Les Super Eagles restent la seule équipe qui totalise 9 points dans cette compétition. Les Lycaons de la Guinée-Bissau qui jouaient ainsi leur qualification sont ainsi éliminés, tout comme les Crocodiles du Nil du Soudan battus 1-0 par les Pharaons d'Égypte. Le résumé de tout ceci avec Luc Palguegem. Les Super Eagles du Nigeria, plus que jamais favoris de cette CAN. Le Nigeria est le seul pays à faire un sans faute à cette compétition en réalisant 3 victoires en 3 rencontres. Aucune autre équipe n'a réussi et ne pourra réussir une telle prouesse au Cameroun. Après les Pharaons d'Égypte cueillis à froid à leur premier match, le Soudan l'a miné 3-1 en deuxième rencontre. C'est la Guinée-Bissau cette fois-ci qui goûte aux griffes des Super Eagles du Nigeria à leur dernier match du groupe D.
la Guinée-Bissau jouait sa qualification face au Nigeria déjà qualifié, mais les Likaons vont tomber sur plus fort qu'eux. Les hommes de Augustine et Gavon vont l'emporter 2-0 grâce au premier but en sélection de Oumar Sadik et du capitaine Trost Ekong. La Guinée-Bissau est éliminée de la compétition, mais se satisfait de terminer 3e devant le Soudan, qui a également un point, mais avec plus de buts encaissés. Les crocodiles du Nil du Soudan jouaient justement leur qualification contre les pharaons d'Égypte, aussi obligés de gagner pour passer en 8e. Mais le vainqueur de cette affiche sera le septuple champion d'Afrique, l'Égypte. Victoire 1-0 des pharaons grâce à un but de Mohamed Abdelmonem depuis la 35e. L'Égypte passe le premier tour par cette courte victoire en terminant 2e. Les résultats du groupe D qualifient systématiquement le Cap-Vert et le Malawi, meilleur 3e des groupes A et B en 8e de finale avec 4 points chacun. Et restons dans le même registre de la CAN et comme chaque jeudi, nous vous faisons revivre la participation des étalons à l'une des phases finales de cette compétition continentale. Dans ce journal, nous faisons donc un flashback sur la CAN 2012. On se souvient, après l'échec de 2010 en Angola, les étalons arrivés en Guinée équatoriale, beaucoup confiants, vont subir 3 défaites contre l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Soudan. Une déconvenue qui a donc coûté la place à l'entraîneur Paulo Duarte. Arsène Konitane et Madi Zongo reviennent sur le passage des étalons en Afrique centrale 10 ans après. Après l'échec en Angola lors de la CAN 2010, les étalons se qualifient facilement pour l'édition 2012, organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Toujours sous la houlette de Paulo Duarte, les étalons arrivent confiants en Guinée équatoriale. En 2012, on a fait aussi, je peux dire, on a fait une bonne préparation au Cameroun. Voilà, mais on a joué 2 matchs amicaux et sincèrement, on était très très confiants. Il y avait excès de confiance. C'est ça que je disais qu'à ce moment, on ne pensait pas qu'il y a une équipe même qui pouvait nous battre. Tellement on était trop confiants. Puisque dans le groupe, il y avait tellement de l'ambiance et tout ce qu'on faisait ensemble, ça réussissait. On était devenus comme une famille, comme des enfants du centre, quoi. Burkina Faso est logé dans le groupe B en compagnie de la Côte d'Ivoire, de l'Angola et du Soudan. Le 22 janvier 2012, les étalons affrontent les Palancas Negras d'Angola. À la surprise des Burkinabés, les hommes de Paulo Duarte perdent 2-1. Quand on a perdu contre Angola 2-1, c'est là maintenant que tout a commencé à bouleverser chez nous. Voilà, c'est ça que la confiance a commencé à descendre. Comme c'était une équipe, je peux dire, toujours jeune, ça n'a pas été facile pour nous d'accepter ça. Voilà, c'est ça qui a fait que la suite a été très difficile pour nous. Pour la seconde journée, le 26 janvier, les étalons font face aux étalons de Côte d'Ivoire lors du derby de l'Afrique de l'Ouest. Les pachydermes de la lagune Aiguibrié ne laissent aucune chance aux étalons. Contre la Côte d'Ivoire, on est parti, je peux dire, pas confiant. Voilà, pas confiant, avec la pression, en se disant qu'on va chercher un match nul pour aller chercher une victoire contre le Soudan. Et malheureusement, on a pris 2 buts encore contre la Côte d'Ivoire. Et là, ça a cassé le moral du groupe. Partis pour remporter le trophée, les étalons, après 2 défaites, n'ont plus que leur honneur à défendre face aux chevaliers du désert du Soudan. Mais il était écrit que les étalons vont boire la calice jusqu'à la lie. On voulait essayer de au moins rentrer avec une victoire au pays, mais malheureusement, ça aussi, ça a mal tourné et
et le groupe est cassé. Peut-être c'est à partir du match de la Côte d'Ivoire que, bon, on a commencé à se planter ici. Bon, c'est lui, le rêve vient d'ici, le rêve vient d'ici. Bon, ça c'est normal dans une équipe quand l'équipe commence à perdre. Voilà. Sinon, je n'avais pas de problème. Quand un entraîneur issu à la CAN, c'est difficile qu'il continue. Paulo Duarte est débarqué et remplacé par le Belge Paul Put. Tout autre chose à présent. Comment et dans quelles conditions vivent les personnes déplacées internes de la région du Centre-Nord? Pour trouver donc une réponse à cette question, le chef de file de l'opposition politique et ses collaborateurs étaient dans cette partie du pays pour une visite d'évaluation en début de semaine. Eddy Komboego et ses camarades disent avoir constaté des logements et des conditions sanitaires précaires, des tentes avec des habitants en surnombre. Bref, beaucoup de difficultés que vivent ces hommes et femmes. Ils demandent donc au gouvernement plus d'efforts pour leur prise en charge. Abdoulazak Traoré. Chose promise, chose due, l'opposition politique quitte ses bureaux feutrés de Ouagadougou pour descendre sur le terrain. Eddy Komboego et ses camarades des autres partis alliés veulent voir clair dans la gestion des déplacés internes. Il est question d'évaluer la situation sécuritaire sur le terrain. Pour cette première étape, c'est la deuxième région qui accueille le plus de personnes déplacées au Burkina Faso qui reçoit la délégation. Ici, dans la capitale, la Kaya, ce site qui vient d'être érigé est occupé par 2200 hommes et femmes. Ils ont fui les persécutions terroristes à Dablo, Penza et bien d'autres localités de la région. Logés dans 250 abris, leurs conditions de vie ne sont pas des plus reluisantes, constate le porte-parole de l'opposition. Logement très très précaire, comme vous avez vu, et puis d'autres un peu en carton ou en plastique. En tous les cas, ce n'est que le vent que ça peut arrêter. Mais, les conditions sanitaires n'y sont pas. Les populations qui habitent, il semble, la norme c'est à peu près 7 personnes. Mais comme vous avez constaté, ça va d'une dizaine à une vingtaine, voire une trentaine par logement. Ça veut dire qu'ils sont coincés comme des sardines et personne ne souhaite voir son peuple, ses populations vivre de telles situations. Eddy Komboego passe d'abri en abri, écoute, pose des questions, encourage ces personnes qui ont tout abandonné derrière elles pour trouver refuge ici. L'État fait ce qu'il peut, reconnaissent les visiteurs du jour qui ont constaté eux-mêmes un poste de santé avec des moyens de bord. Le défi de leur prise en charge se pose donc. Malheureusement, nous n'avons pas une réaction à la hauteur. C'est de faire davantage et d'éviter les détournements. Et quand les fonds sont affectés pour prendre en charge des populations désœuvrées, déshéritées, qui vivent de telles conditions, pour qualifier leur situation, c'est d'être conscient et d'être patriote. Les partis politiques de l'opposition politique ne sont pas venus les mains vides. Des vivres, des kits de prise en charge et une enveloppe financière ont été offerts aux déplacés. Ces autorités du pays sont venues à notre secours. Nous ne pouvons pas les remercier. C'est Dieu qui le fera. Ils ne s'opposent pas simplement, ils accompagnent le gouvernement dans la prise en charge des déplacés. Et ça, c'est un geste à saluer. Et l'opposition aussi, son travail, donc c'est non seulement critiquer, mais aussi apporter des solutions. Une sortie terrain qui s'inscrit donc dans le cadre du processus d'évaluation de la situation sécuritaire annoncée par le CEFOP au lendemain de l'expiration de l'ultimatum donné au chef de l'État. À Fatangouma, dans l'est du pays, il y a aussi des déplacés internes, une région en proie également aux attaques terroristes. Mais rien de tout ça n'entache la motivation de Mathias Lompo, un étudiant. C'est un jeune qui allie études et maraîcher-culture, et cela en plein temps. Une activité qui lui va très bien, puisqu'il arrive même à embaucher des employés. C'est donc plusieurs variétés de cultures mises en terre que suit notre étudiant. Madina Sienou nous le fait découvrir. Sur une superficie d'un peu plus d'1 hectare, Mathias, un jeune étudiant à Fadangourma dans la région de l'Est, fait pousser de la laitue, du chou et de la papaye entre autres. Ce champ, il l'exploite depuis 4 ans maintenant pour subvenir à ses besoins.
Et pour l'aider dans les travaux, cet entrepreneur employait 3 personnes, mais 2 ont par la suite désisté. Il y avait 3 ouvriers et ces 3 ouvriers-là, il y a 2 qui sont partis. Ils sont rentrés chez eux et ils trouvent que le travail est trop pénible pour eux. L'ouvrier qui est là avec moi, ça fait pratiquement 1 an. Là, nous sommes fixés sur une base de contrat. Quand il est arrivé, je lui ai demandé, bon, et voilà le travail. Et toi, tu ne t'y connais pas. Mais actuellement, je peux dire qu'il est qualifié parce qu'avec le temps qu'on a eu à passer ensemble, je l'ai appris beaucoup de choses. Sa paye est simple, je le paye par mois. Concilier études et maraîchère-culture, c'est possible. Ce passionné de la terre souhaite donc obtenir une plus grande superficie cultivable afin de diversifier ses productions d'une part et d'autre part prouver aux jeunes de son âge que le secteur agricole est un secteur pourvoyeur d'emplois. Je dirais que mes parents me prennent comme un modèle. Pas mes parents seulement, même les proches. Voilà, sans pourtant être prétentieux, je dirais qu'ils me prennent pour un modèle parce que je suis un modèle pour tous mes camarades, pour tous ceux qui sont de ma génération. Je suis un modèle pour eux. Il y en a qui me félicitent vraiment. Il y en a, bon, vraiment quand ils passent, c'est de l'admiration. Malgré la petite superficie qu'il exploite, Mathias arrive à faire en moyenne 4 récoltes par an. Et n'eût été le manque d'eau qui survient entre avril et juin, notre étudiant maraîcher estime qu'il pouvait avoir plus de 4 récoltes l'an, toute chose qui contribuerait à booster son chiffre d'affaires. Pour terminer ce journal, cet élan de solidarité d'un opérateur économique de la région des Cascades, l'homme a offert 2 ambulances médicalisées au centre hospitalier régional de Banfourail et à la brigade des sapeurs-pompiers pour renforcer le parc automobile de ces 2 structures. L'idée, justement, est de réduire aussi les désagréments de prise en charge liés à l'indisponibilité des ambulances en cas d'urgence. Cédric Wilfried Mabio. Le gouverneur de la région des Cascades a réceptionné 2 ambulances entièrement équipées au profit de la direction régionale de la santé et de la 5e compagnie de la brigade nationale des sapeurs-pompiers des mains d'un opérateur économique de la région. Un don motivé selon le donateur par les nombreuses sollicitations dont ces 2 structures font face. En 2020, selon les données des 2 entités, les cas d'évacuation sanitaire étaient estimés à plus de 5400 et les interventions de la brigade des sapeurs-pompiers estimées à 600. Je voudrais du haut de cette tribune saluer et féliciter les agents de santé ainsi que les sapeurs-pompiers pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour donner des soins de qualité et le secours nécessaire au fond de contribuer à soulager les peines de nos laborieuses populations. Chers bénéficiaires, je vous prie de recevoir ce don et d'en faire bon usage au bénéfice de tout le monde sans exception aucune. S'exprimant au nom du gouvernement burkinabé et portant la voix des populations de la région des Cascades, le gouverneur a qualifié cette action d'un acte patriotique, car ces ambulances permettront de réduire les désagréments de prise en charge des populations liés à l'indisponibilité de certains engins. Monsieur Tiendebeu, votre geste, loin d'être une simple générosité, est une expression vivante du patriotisme et de citoyenneté. Il se présente comme un appui considérable à la réalisation de l'ambition de notre pays d'améliorer l'offre des services de santé. Aussi, traduit-il votre solidarité et votre amour pour ceux qui vous sont proches, car on ne donne pas parce qu'on a, mais parce qu'on aime. Les récipiendaires, mesurant toute la valeur de ce don, ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs et promis d'en faire bon usage. Cela nous permettra de pouvoir prendre en charge les malades comme il se doit. Nous recevons beaucoup de malades sapeurs-pompiers militaires et nous procédons à des soins. L'ambulance que nous avons reçue nous permettra de pouvoir évacuer les cas éventuels. Une démonstration du protocole de prise en charge d'une personne prise de malaise présentée par la brigade des sapeurs-pompiers a mis fin à cette cérémonie. Et c'est également ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Je vous retrouve demain ici même à la même heure pour notre session d'information. Vous faites toujours bien de nous suivre. Restez avec nous et bel après-midi.